Bonjour à tous. On va attendre encore peut-être quelques minutes, donc je vais en profiter pour faire l'introduction le temps que les derniers participants nous rejoignent. En tout cas, merci de votre présence pour ce live dans lequel on reçoit les dirigeants de Neios, donc actuellement en collecte sur WeSeed. Ils vont pouvoir nous présenter leur projet et donc et surtout répondre à vos questions, pardon. Donc, comme d'habitude, on va faire une première partie dans laquelle on va laisser Valentine et Olivier présenter le projet et une seconde partie dans laquelle on répondra à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, même en cours de présentation, soit dans le chat, soit dans l'onglet prévu à cet effet. Et on y répondra juste après la présentation. Euh, sur ce, Olivier, Valentine, je vous laisse la main pour vous présenter et présenter Neios. Merci Thibaut. Bonjour à tous. On est très heureux d'être ici pour partager un peu ce moment et vous présenter Neios, dont l'objet est de produire du gaz vert aux côtés du monde agricole. Je suis Valentine Duplessis, cofondatrice de Neios et directrice générale de Neios et en charge plus spécifiquement du développement des projets et des fonctions support. Bonjour à tous, merci Thibaut pour l'introduction. Je suis Olivier Rebaud, président de Neios, en charge de la partie commerce et suivi de l'exploitation. Valentine, je te laisse Parfait. peut-être reprendre la présentation. Ouais, je vous laisse présenter la société. Olivier, c'était. Ah, Oui, pardon, pardon. excusez-moi, on avait dit que c'était moi qui présentais la raison d'être de Neios. Oui, pardon. Neos, donc produire du gaz vert avec le monde agricole. On a voulu avec Valentine créer Neos pour porter un projet, un projet impact avec de nombreuses externalités positives. Ce qui nous plaît beaucoup dans la méthanisation, on s'étendra un peu sur ce qu'est la méthanisation juste après, mais dans les très grandes lignes, on prend des déchets organiques pour en faire de l'énergie. Et donc, ce concept très basique de physique, de biologie, a au moins quatre vertus. La première, c'est que il participe à l'indépendance énergétique parce qu'on produit des térawattheures de biogaz que nous n'avons pas à importer depuis divers pays lointains et plus ou moins stables, surtout en ce moment. On participe aussi dans l'idée d'indépendance à l'indépendance en termes d'engrais azotés, parce que le digesta, donc, qui est le produit résiduel de la méthanisation, se substitue aux engrais azotés. Donc les exploitants agricoles qui produisent du biogaz produisent aussi un engrais utilisable directement dans l'exploitation. Et donc, ces deux leviers d'indépendance participent aussi à la vitalisation du monde rural. Donc, Neos, c'est une société à mission, et une de nos missions, c'est de vitaliser le monde rural. On pense qu'il est important de mettre de la valeur dans le monde agricole, parce que notre expérience nous montre que quand l'agriculture vit bien, la ruralité vit bien et devient attractive. En fait, pour nous, pour qu'il y ait des services dans le monde rural, il faut que l'agriculture amorce la valeur. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et la méthanisation est un bel outil pour vitaliser la ruralité. On a un impact évidemment économique. Ces projets présentent des rentabilités relativement intéressantes. On reviendra dessus, mais donc l'enjeu économique est évidemment pas absent de toutes nos réflexions. Et puis le dernier, il concerne les émissions de gaz à effet de serre. On retient souvent que le gaz naturel, c'est 290 grammes de kilowattheure, enfin par kilowattheure produit. Et avec le biogaz, on est maximum à 23-24 grammes, donc un impact très significatif. Et donc pour toutes ces raisons, le Neos est né pour pouvoir faire émerger des projets de méthanisation. Et cette fois, je crois que je laisse la parole à Valentine. Euh, pas tout à fait. Toujours pas, pardon, je suis vraiment désolé. Donc, je continue, pardon, en vous expliquant le principe, le procédé de la méthanisation. Je suis parti très rapidement sur les avantages de la méthanisation, mais le procédé en quelques mots, quand on place des matières organiques dans un environnement sans oxygène et à 38 degrés,
Et en fait, il va y avoir un déploiement de bactéries qui va dégrader la matière pour que des molécules de CH4 se forment et forment un biogaz. Donc en fait, le principe de la méthanisation, c'est qu'on prend des matières extérieures, des effluents agricoles, des déchets végétaux qu'on appelle souvent cives, ou des déchets de céréales, des sous-produits éventuellement de l'agroalimentaire ou des déchets de collectivité. On va, grâce à un process d'incorporation, guider ces matériaux vers une cuve de digestion. Dans la digestion, on va donc rester une cinquantaine de jours et chauffer le process à 40 degrés pour produire du gaz. Et ensuite, en sortie de ce digesteur, on va avoir deux coproduits. Le premier qui est le biogaz brut, qu'on va épurer pour pouvoir l'injecter directement dans le réseau. Et donc, c'est ce gaz qui est le même gaz que dans le réseau de gaz de ville. Concrètement, ils sont pas identifiables. Le gaz naturel fossile et le biogaz, c'est exactement la même molécule. Et puis le deuxième coproduit, ça va être ce qu'on appelle le digestat brut, qui va être une matière liquide qui a une valeur fertilisante, donc qui va être utilisé comme engrais par le biais d'épandage. Et donc l'objectif de Neos, c'est de développer des sociétés de projets qui portent du coup des projets d'unités de méthanisation en association avec des agriculteurs. Donc, on va maintenant évoquer le marché du biogaz. Donc, pour avoir un peu une idée sur les consommations énergétiques en France, il y a 17% des consommations qui proviennent du gaz naturel. Donc, ça représentait, alors les chiffres ont quelques années maintenant, mais 288 TWh en France en 2023. Et sur ces 288 TWh, il y a 14 TWh qui sont du gaz renouvelable. Donc seulement, enfin, moins de 5% du gaz consommé en France est du gaz renouvelable. Et pourtant, on a des grandes ambitions. Alors, si on va très loin tout de suite, il y a une ambition qui est que 100% du gaz consommé en France soit renouvelable et produit sur le territoire. Ça, c'est issu d'un rapport de l'ADEME, mais de manière un peu plus certaine et confirmée encore récemment par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a un objectif de production de biométhane de 44 TWh en 2030, donc ça confirme une volonté du gouvernement de tripler la production de biométhane en France entre maintenant et 2030. Donc voilà, 30 TWh à développer, ce qui nous laisse beaucoup de chemin à faire pour assurer ces ambitions. Olivier parlait tout à l'heure de la méthanisation. Donc, concrètement, sur une ferme, il y a des ressources qui peuvent être les cheptels pour les éleveurs, des surfaces alimentaires, des cultures. Et il y a des ressources qui sont inutilisées sans méthanisation. C'est les effluents d'élevage, donc fumier et lisier, et les surfaces non alimentaires. C'est-à-dire qu'entre deux cultures, on va devoir mettre des cultures intermédiaires qui, sur une ferme classique sans méthanisation, ne sont pas valorisées. Le gros avantage de la méthanisation, c'est justement de valoriser ces ressources, les effluents d'élevage et les surfaces non alimentaires, donc d'optimiser l'actif de l'exploitation. Et au-delà de l'optimisation de ces ressources, ça génère en plus des revenus supplémentaires et des économies. Donc, sur une ferme classique, si je reviens sur la ferme classique, on a des produits animaliers ou céréaliers qui sont en plus fortement dépendants des cours. Si on ajoute sur la brique exploitation agricole classique une méthanisation, on va donc valoriser les cultures intermédiaires dont je parlais tout à l'heure, qui vont être achetées par la société de projet de méthanisation à l'exploitation agricole. Donc ça génère des revenus supplémentaires.
La matière organique issue de la méthanisation, qu'on appelle le digestat, va représenter des importantes économies d'engrais, puisque ça fait office d'engrais et du coup, ça remplace les engrais qu'on achète et on sait qu'il y a un gros sujet sur les engrais en ce moment qui sont très chers. Et en plus, on sécurise des revenus avec la vente d'énergie, donc soit électricité, soit gaz. Nous, en l'occurrence, on s'intéresse au gaz, à la valorisation par l'injection directe du gaz dans le réseau. Et donc, la revente d'énergie assure des revenus pendant 15 ans. C'est des contrats qui sont sécurisés sur 15 ans, donc moins de dépendance au cours. Et tout ça avec un fort impact environnemental dont Olivier parlait tout à l'heure. Donc, on voit qu'on a plein de facteurs qui sont très favorables à la méthanisation. On a des gisements qui sont disponibles, une technologie qui est éprouvée, puisque les premières unités de méthanisation ont plusieurs années et qu'on sait qu'il y a des process qui fonctionnent bien, un modèle économique viable, tout ça avec un impact environnemental positif, un marché qui est présent et donc une indépendance énergétique renforcée. Et pourtant, notre constat, c'était que sur les 15 000 fermes capables d'accueillir un projet de méthanisation dans notre typologie, eh ben, on constate qu'il y en a seulement 1500 qui sont équipées. Et elles sont équipées par des agriculteurs qui sont entrepreneurs et qui ont été vraiment pionniers dans le marché de la méthanisation. Et, euh, et fort de notre expérience du marché de la méthanisation, on a pu identifier des freins à lever pour accélérer le développement du marché et embarquer des agriculteurs qui étaient peut-être pas entrepreneurs comme les pionniers, qui sont peut-être plutôt suiveurs. Et c'est ainsi qu'on a pu concevoir l'offre de Neios. Euh, donc, il y a plusieurs façons de développer la méthanisation dans le contexte actuel pour amener toutes les fermes qui ne sont pas encore équipées à développer des projets de méthanisation. Les agriculteurs suiveurs, comme on les a appelés, en fait, on constate qu'ils font pas tout seuls parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de prendre le risque, ils n'ont pas envie de prendre le risque parce que les temps de développement de projet sont très longs et ils n'ont pas toujours les épaules financières pour supporter ce risque. Donc voilà, notre constat, c'est eux, ils n'arrivent pas à faire tout seuls. Il y a un modèle qui est apparu de développeurs majoritaires mais ils n'ont pas accès aux sites et aux gisements agricoles. Ils doivent faire sur des terrains industriels. Et donc, la proposition de Neios, c'est justement d'embarquer les agriculteurs suiveurs et de produire du gaz vert aux côtés du monde agricole et avec le monde agricole. On s'associe minoritairement avec des exploitants agricoles pour développer et porter des projets de méthanisation et on construit un partenariat efficace pour développer le marché parce qu'on a identifié ce qui freinait jusque-là. Et du coup, l'idée, c'est de proposer une association en remettant l'agriculteur au cœur du projet, contrairement aux développeurs plus classiques qui sont majoritaires dans les projets. Et donc là, l'exploitant agricole apporte un site, apporte du gisement, donc des effluents d'élevage, des cultures intermédiaires dont je parlais tout à l'heure, éventuellement des coproduits, et une équipe d'exploitation. L'agriculteur reste exploitant de son site, il va gérer les intrants, gérer les stocks, faire la conduite courante de l'unité, réaliser les épandages, etc. Et l'apport de Neios, c'est tout le développement administratif, technique et financier, avec la prise de risque sur ce temps de développement dont je parlais, qui est assez long, qui dure au moins 1 an. Nous, on a l'expertise de ce développement-là, on les accompagne, on pilote le développement et on porte le risque sur ce développement-là. Le financement et les fonds propres, on préfinance les études de développement, je viens d'en parler, et on met en place les apports pour obtenir le financement long terme. Et l'expertise technique et le pilotage, l'idée, c'est d'avoir
un asset manager qui piloterait 5 ou 6 unités et qui permet de guider l'exploitant agricole pour la conduite de l'unité de méthanisation, optimiser les charges, optimiser les performances de l'unité avec des outils dédiés. C'est vraiment accompagner l'exploitant pour que l'unité produise au mieux et donne le meilleur de ses performances. Pour ça, donc, on a constitué une équipe. Donc, Olivier, qui s'est présenté tout à l'heure, est président de Neos, est en charge de la partie commerce exploitation. Donc, moi, je suis en charge du développement des projets et des fonctions support. On travaille ensemble depuis plus de 10 ans dans le domaine de la méthanisation, dans une entreprise que Olivier avait créée de construction d'unités de méthanisation. Et dans le cadre de la construction des sites, on participait au développement des projets et on a donc développé à nous deux plus de 40 projets de méthanisation. On est accompagné de Damien Rebourg, qui est un salarié associé de Neos et qui est responsable du commerce dans la zone ouest, autour de Poitiers, nord de la Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire, Pays de la Loire. Nicolas Brézia, qui est chargé du développement des projets, qui m'accompagne sur le développement des projets et qui a également 7 ans d'expérience dans le biogaz et qui est spécialiste notamment du marché de revente du gaz. Et on est très fiers aussi d'avoir notre équipe Benoît Drouillet, qui est un agriculteur méthaniseur. Il a 2 sites de méthanisation, un valorisé en cogénération et un en injection. Donc, il connaît très, très bien la méthanisation et c'est notre expert technique et celui qui pourra accompagner notamment les exploitants agricoles en phase d'exploitation. Donc ça, c'était l'équipe opérationnelle. On a également mis en place au sein de Neos un comité stratégique qui se réunit une fois par trimestre et l'objet, c'est vraiment de nous challenger, de nous aider aussi à prendre du recul parce que parfois, on est dans l'opérationnel et on oublie un peu de prendre de la hauteur. Donc, ils sont là pour nous challenger, nous conseiller, nous aider aussi dans les prises de décision. Donc, on est très fiers et très heureux d'avoir ce comité à nos côtés. On a Johan Vétu, qui est également agriculteur et méthaniseur dans l'Ouest, qui a investi dans Neos et qui a accepté d'être membre du comité stratégique. On a Pierre-Henri Grenier, qui est fondateur et directeur exécutif de la Banque de la transition énergétique et qui nous aide notamment sur la partie financement de projets. On a Frédéric Guimet et Pierrick Marcel qui sont des entrepreneurs classiques et qui nous aident sur le pilotage, le montage de l'entreprise, la gestion des financements, etc. Et Tanguy Mullier et Arthur Braque de la Perrière qui sont également entrepreneurs avec une vision entrepreneuriat social et solidaire et qui nous accompagnent notamment sur le volet société à mission. Voilà, et surtout tous ces aspects-là. Voilà. Donc, toute cette équipe nous permet de construire un plan de développement qui est ciblé sur 2 régions prioritaires. Donc, je m'occupe de toute la façade est et puis notre salarié clé associé, Damien, s'occupe de la façade ouest. L'objectif était de lancer 4 projets en 2025 et puis 8 en 2026. Donc, on est pile dans les clous du plan de développement. Là, aujourd'hui, on avait pris un tout petit peu d'avance en 2025 et on a fait un projet de moins début 2026. On a 2 typologies de projets, ça c'est important, on ne vous l'a pas dit, mais l'incarnation du modèle de Neos se fait en fait par des projets neufs. On va s'associer à des agriculteurs exploitants qui n'ont pas encore fait de méthanisation et qui souhaitent développer de nouveaux projets. Et puis, on a tout un volet de projets repris et intégrés. Et donc, ces projets, ils ont une vocation, c'est que la structure de
de l'âge moyen des exploitants agricoles. La pyramide des âges dans l'agriculture est très étonnante, parce qu'on a 10% des actifs, on a 30% des actifs agricoles qui vont partir à la retraite dans les 5 ans qui viennent. Donc, on a un énorme renouvellement de génération dans le monde agricole et qui touche aussi les 1500 unités de méthanisation existantes. Et le monde agricole fait face à une grosse difficulté, c'est que c'est les outils de production, fermes, cheptels, matériel, méthanisation, deviennent ultra capitalistiques. Et en fait, le modèle traditionnel de transmission était le fait que les jeunes souscrivaient à un emprunt au crédit agricole de 100% de la valeur des parts et rachetaient les parts des plus anciens pour s'installer. Aujourd'hui, ce modèle, la capitalisation de l'exploitation fait qu'il ne fonctionne plus, c'est-à-dire que les banquiers ne suivent plus à 100%. Et donc, on voit apparaître des acteurs tiers qui viennent participer au financement de la transmission, un peu comme dans tout secteur industriel ou des entreprises aujourd'hui. Mais donc l'agriculture commence à s'ouvrir à ce genre de choses. Et Neos s'inscrit dans cette logique-là. Le deuxième projet qu'on développe, c'est d'ailleurs une belle histoire d'un vacher qui voulait reprendre l'exploitation de son associé qui partait à la retraite. Mais le Crédit Agricole, enfin la banque ne souhaitait le suivre que sur la partie exploitation, production de céréales et production de lait, et estimait qu'il n'avait pas les reins assez solides pour reprendre la partie méthanisation. Et donc grâce à Neos, on a pu participer à cette transmission en s'associant à ce Victor pour que lui s'occupe du financement de la reprise de la partie ferme et Neos porte le financement de la partie méthanisation. Et donc, c'est une belle histoire qu'on est en train d'écrire et on pense qu'il va y en avoir un certain nombre d'autres. Un plan de développement qui nous conduit à 12 projets par an à peu près, et puis pour détenir une cinquantaine d'actifs à horizon 2030. 12 projets par an, ça représente 3% du marché des nouvelles unités construites. Donc on a fait tout un plan en étant 2 commerciaux. On sait qu'on peut faire du terrain 3 jours par semaine et 2 rendez-vous par jour, avec des hypothèses de taux de transformation qui nous ont conduit en fait à croire qu'on pouvait faire 12 unités par an. Et puis quand on a confronté ces 12 unités au marché total, on s'est rendu compte que ça représentait 3%, donc c'était quelque chose de raisonnable. Et donc on a maintenu ces objectifs, et pour l'instant, depuis, on a créé en mai, donc ça fait un peu plus d'1 an, on les tient, et on a bon espoir qu'on continue au moins à les tenir ensuite. Sur un plan un peu plus long terme, notre idée de plan de développement, c'est qu'aujourd'hui, on a une grosse visibilité grâce à la PPE 3 dont parlait Valentine sur les 44 TWh qu'il faut faire jusqu'à 2030. Donc, on pense qu'on a une phase de déploiement, de développement de projets et de détention d'actifs liés à la méthanisation sur les 5 ans à venir. Et puis, notre idée, c'est qu'aujourd'hui, on déploie une expertise dans la mise en relation en fait, entre le monde agricole, le monde industriel et le monde financier. Et en fait, cette expertise et ce modèle de prise de risque, on pense qu'il pourra être tout à fait dupliqué sur d'autres gaz renouvelables. Donc aujourd'hui, il y a des technologies qui sont beaucoup moins matures que la méthanisation, qui sont la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou la méthanation. Et on fait une petite veille de ces technologies parce qu'on pense que quand elles deviendront matures, la prochaine, a priori, c'est la pyrogazéification, parce que là, on voit des belles entreprises qui commencent à émerger. Ces deux entreprises qui développent des technologies, en fait, elles pourront avoir besoin de Neos pour les déployer commercialement et les opérer. Et donc, on se dit qu'à partir de 2030, on aura probablement une possibilité de duplication de notre modèle sur des gaz différents. Mais pour l'instant, pour 5 ans, on est vraiment très concentré sur le déploiement de la méthanisation. Aujourd'hui, concrètement, je vous parlais de 2 zones géographiques, ça s'incarne sur les 8 projets qu'on a. Donc, les premiers sont les projets Greenfield. Alors, Greenfield, ça veut dire projet neuf, et Brownfield, ça veut dire intégration au projet existant. Et donc, les 5 projets neufs sont en Haute-Saône, Allier, 2 dans la Vienne, proximité de chez Damien, et puis 1 en Loire-Atlantique, pareil, très très loin de chez Damien. Et puis les projets Brownfield, eux, sont plutôt sur la façade est, 1 en Haute-Saône et puis 2 dans le département de l'Ain. Et donc l'idée, c'est d'arriver à un parc d'environ 50 unités en 2030 pour produire environ 600 gigawattheures par an.
à rapporter aux 44 Tera, donc 44 000 gigawattheures que je souhaite produire, qui est l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Quelques éléments financiers malgré tout. Donc, le modèle de Neios, comme vous l'expliquait Valentine, c'est de porter du risque en phase de développement qui dure 9 à 24 mois. Donc, l'idée, c'est de se dire, on a une identification d'un projet, une identification d'un associé. Quand on fait émerger un projet, on va signer une lettre d'intérêt qu'on appelle LOI. Et cette LOI, elle dit qu'on va constituer une société de projet et qu'on va s'engager à faire le projet si jamais toutes les clauses suspensives sont levées. Donc les clauses suspensives, ce sont les investissements, les coûts de raccordement, les hypothèses de produits et de charges qu'on a pu retenir dans le projet commercial. Et donc, lever ces clauses suspensives, ça coûte environ 110 000 euros de sous-traitance à Neios et un petit peu de temps et de main-d'œuvre. Et donc, l'idée, c'est que cette LOI, elle précise que si jamais toutes les clauses suspensives sont levées, qu'on arrive à obtenir les autorisations administratives et le financement, on facturera un success fee de 250 à 300 000 euros en fonction de la difficulté du projet. Et donc, on facturera ce success fee à la levée des clauses suspensives. Ce besoin, cette phase de développement, elle génère un BFR qui avait été estimé à 1,2 million d'euros, qu'on avait souhaité financer par 800 000 euros de quasi-equity et 400 000 de dette obligataire. Donc aujourd'hui, on se parle pour la première tranche. On a décidé avec les équipes de WICIT de scinder les 400 000 en 2 tranches, puisque les besoins sont évidemment au fur et à mesure du développement des projets. Donc, on s'est dit que c'était optimisé de faire 2 tranches de 200 000 euros, mais l'idée, c'est bien d'avoir un besoin global d'1,2 million. Donc, les 800 000 en quasi-equity sont déjà libérés sur les comptes. Et l'idée, c'est de finir la levée obligataire là, dans les semaines qui viennent. Et rapidement, en fait, une fois que le successier est développé, donc on a toute la construction, puis l'exploitation de l'actif qui génère, et en phase d'exploitation, on génère quelques management fees, donc c'est aussi prévu dans la LOI. On facture tout l'accompagnement qu'on pourra faire à la société de projet. En quelques chiffres, Neios doit arriver à un peu plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Très basique, c'est 12 projets par an fois 300 000 de success fees. Et cet atterrissage à un peu plus de 3 millions doit générer un résultat en 2030 autour de 800 000 euros en Brex. Donc on a une première phase sur un exercice 2025-2026. On clôture notre premier exercice en 2026. Et puis une montée en charge sur les exercices suivants. Et donc un plan de financement qui normalement doit nous permettre de faire émerger nos 50 projets par an, donc avec une belle ambition environnementale et une rentabilité économique intéressante. On estime que le projet de Neios, il a cette vertu-là de mêler l'environnement et l'économie. Et on est très fiers de porter ce projet-là. Je crois que ça boucle la présentation. Donc, je vous propose, Thibaut, je crois qu'on est dans les temps, de passer peut-être à une phase de questions-réponses. Complètement. Merci beaucoup à tous les deux pour la présentation. On a déjà reçu des premières questions, mais je vous invite, si vous nous écoutez, à poser vos questions. C'est le moment. On a des questions qui sont intéressantes. Alors, une qui porte, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, sur plutôt les caractéristiques de l'emprunt obligataire. Mais c'est vrai que je pourrais le rappeler en tant que de représentant de WICIT dans ce live en quoi consiste l'emprunt obligataire. Et une autre qui est plus sur le groupe Neios. Donc je vais poser la question pour ceux qui regardent en replay aussi puissent y avoir accès. Donc la question c'est, est-ce que vous disposez des ressources avec vos actionnaires pour financer la part equity des sociétés de projet? Donc la personne les estime entre 10 et 20% des CAPEX de chaque société de projet, soit
sur la base d'un CAPEX moyen de 5 millions d'euros, ça ferait 750 000 par projet. Et est-ce que les partenaires agriculteurs participent à cette part en equity pour le financement? Alors, merci pour cette question. Je vais peut-être prendre la réponse si tu es OK, Valentine. Donc c'est une excellente question et depuis un an, on a beaucoup travaillé sur ce volet. Donc je redécoupe, je vais commencer par la deuxième. Notre vision d'une société de projet de méthanisation, c'est qu'une société de projet de méthanisation, pour faire un projet réussi, elle a besoin de deux choses. On pense qu'elle a besoin d'être agricole pour avoir du gisement, pour avoir accès au foncier, pour avoir accès aux surfaces d'épandage pour le retour au sol des digesteurs de grès dont on parlait. Et donc, on estime que, entre guillemets, le statut agricole, il vaut 51% de la société de projet. Et puis, en parallèle de ça, cette société, elle a besoin d'apports pour pouvoir financer les projets. Et donc, on estime que les apports, ça vaut 49%. Donc, le deal, au moment de la signature de la LOI, c'est qu'on crée une société de projet qui est une coquille à 1 000 euros de capital, donc avec 51% pour nos associés agriculteurs et 49% pour Naïos. Au moment du financement du projet, donc quand on a levé les clauses suspensives, on propose à nos associés agriculteurs de participer à l'apport. Et donc, on est en capacité de faire l'intégralité de l'apport, et c'est la première partie de la question, j'y viens juste après. Mais on propose à l'associé agricole de participer, donc un projet à 5 millions d'euros qui va nécessiter 1 million d'apports. En fait, on dit qu'1 million d'apports, c'est 49%. Et donc, si l'agriculteur veut apporter 50 000, 100 000, 150 000, eh ben, on va faire un produit en croix sur ces 49% et on va ventiler les 49% de capital en fonction de l'apport. Les 51% sont liés au statut agricole et sont inamovibles, et les 49% sont liés à l'apport et vont dépendre de qui fait l'apport. De notre côté, cette phase de structuration de financement des sociétés de projet, elle était décisive. Et donc, en parallèle de la levée pour le développement des projets, on a aussi sollicité un fonds d'infrastructure qui nous octroie, donc c'est en cours de finalisation, mais nous octroie une ligne obligataire d'un peu plus de 10 millions d'euros pour financer justement exclusivement les prises de participation dans les sociétés de projet. Donc en fait, on a de quoi financer une dizaine de projets avec la ligne obligataire, c'est non dilutif. Et c'est d'ailleurs une des clauses de mise en place du financement domicile, c'est l'activation de ce financement obligataire parce qu'on ne voulait pas se retrouver avec des projets développés, mais une incapacité à les financer. Accessoirement, je rajoute simplement on a une sécurité alors qui est un peu incohérente avec notre ligne directrice qui est de produire du gaz vert. Notre sécurité, ça serait de vendre des actifs en phase de prêt à construire. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que des dossiers sur lesquels on a le permis de construire obtenu et les autorisations administratives, en fait, on le cède à un acteur, un autre développeur, ce qui nous permettrait en fait de toucher les success fees sans avoir à faire les apports qui permettent de débloquer le financement. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, parce que le but, c'est de mettre de la récurrence dans Naïos, et pour mettre de la récurrence, il faut détenir les actifs. Mais c'est une sécurité qui existe si jamais un jour, on a, pour une raison X ou Y, un souhait ou une incapacité à faire des apports. Pardon, j'ai pris beaucoup de temps pour répondre. Mais... Non, mais c'est très bien, juste pour précision, juste pour que ce soit bien clair, le fameux fonds infra avec qui vous allez travailler vient financer, malgré que ce soit de la dette obligataire, permet de financer justement l'apport nécessaire dans chaque société de projet qui est après complété par de la dette bancaire classique pour le financement global du projet. Voilà, c'était juste pour préciser, mais ouais. Non, mais c'est important de le dire, ouais, la dette obligataire est subordonnée à la dette bancaire et donc les banques considèrent ça comme un apport. Tout à fait.
On a une autre question. Est-ce que vous anticipez des difficultés de la part des prêteurs seniors, donc justement plutôt des banques, pour charger les sociétés de projet des success fees que vous anticipez, et donc finalement pour faire fonctionner votre modèle économique? Pardon, Valentine, je réponds encore, mais en fait, on est dans les market practices, comme on dit, sur les coûts de développement. Et donc, en fait, le success fee, euh, en gros, dans un projet de 5 millions, on va avoir 250 000, donc on va avoir 5% de coûts de développement. Les market practices, on va jusqu'à 7. Donc, en fait, on est complètement dans les standards. Enfin, la modalité est un peu atypique, mais le montant est complètement dans les standards du marché, donc on n'anticipe pas de difficultés là-dessus. Et pour le coup, Pierre-Henri Grenier, notre membre du comité stratégique, a aussi cette fonction-là de vachement regarder en amont, justement, que nos modèles soient dans les clous des financeurs seniors, parce que eux aussi sont décisifs dans le déploiement des projets. Et on a d'ailleurs déjà commencé à présenter des dossiers de financement sur cette base-là et on n'a eu aucun retour sur ce point-là et une adhésion au modèle en tout cas. Parfait. On a une autre question, mais qui revient plus sur les caractéristiques de l'emprunt obligataire. Donc, vu qu'on ne l'a pas trop rappelé jusqu'alors, bon, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse la fiche projet dans laquelle c'est un peu plus détaillé, mais donc l'emprunt obligataire qui est le sujet du jour donc sur WICID, c'est un emprunt obligataire sur 4 ans qui porte au taux de 12%, avec un amortissement du capital et un versement d'intérêt qui est trimestriel, avec plusieurs particularités. Donc la première, tu l'as dit Olivier, c'est que il a été fait le choix de scinder votre besoin de financement qui était de 400 000 euros en deux tranches. Donc on commence par cette première tranche de 200 000 puisque les besoins ne sont pas de 400 000 à l'instant T, mais sont lissés dans le temps, ce qui permet quand même de réduire l'exposition dans un premier temps, le temps de recevoir, enfin de développer les premiers projets, de recevoir les premiers success fees. Et par ailleurs, il y a un mécanisme de remboursement qui est un petit peu atypique par rapport à ce qui a pu être proposé sur WICIT par le passé, qui est qu'il y a un pourcentage en fait des success fees qui sont attribués au remboursement de l'emprunt obligataire quand il y a un versement de success fees. Voilà, c'est un peu les deux mécaniques particulières. Et tout ça pour rejoindre la troisième question qui nous a été posée par Dominique. Donc, c'est les garanties proposées au WICIDER. Qu'il y a le nantissement des titres de 3 sociétés de projets qui sont en cours de développement. Et la question qui est très pertinente, qui est est-ce que ce nantissement ne va pas constituer un obstacle pour lever le financement de ces 3 sociétés de projets? Voilà, si les prêteurs sont réticents à consentir les financements sans disposer du nantissement des titres en leur faveur, que faites-vous? Donc, juste pour répondre à cette question, mais peut-être que je vous laisserai compléter Valentine et Olivier. C'est une très bonne question. En fait, effectivement, aujourd'hui, le nantissement des titres des 3 sociétés de projet va être proposé. Il va être gardé par le représentant de la masse, donc au profit des obligataires, jusqu'au financement justement de la société de projet, donc jusqu'à ce qu'elle soit prête à construire. Auquel cas, du coup, le nantissement sera libéré au profit du nantissement de nouvelles sociétés de projet qui seront en cours de développement chez Neios, ce qui permettra de ne pas bloquer le financement de ces sociétés de projet et de permettre à Neios d'encaisser le success fees, dont une partie sera finalement attribuée au remboursement de l'emprunt obligataire. Voilà, je ne sais pas J'aurais si pas vous dit voulez mieux. compléter. C'est très complet. J'ai Voilà, rien à c'est un ajouter. mécanisme qui Mm. voilà, qui n'est pas forcément courant, un montage qui n'est pas forcément classique. Donc n'hésitez pas si ce n'est pas clair mes explications à ce sujet-là. Mais on a trouvé ça comme étant un mécanisme permettant au maximum de mitiger le risque, même il est évidemment présent sur ce projet, mais de le mitiger au maximum pour les investisseurs WICID. Sachant que voilà, ce n'est pas des garanties à proprement parler, mais plutôt des sûretés qui permettent de mitiger le risque de l'opération. On a une autre question qui est, est-ce qu'on peut connaître le nom du fonds qui va financer la part equity des actionnaires Neios? Et est-ce que ce fonds prend un risque equity total sans capacité de mettre les sociétés de projet en défaut en cas d'impayé? Alors, le fonds, il s'appelle Prime Capital.
sur un fonds d'infrastructure à Londres. Et c'est que du financement obligataire, donc il n'y a pas d'investissement en capital. Pour se garantir, alors je ne sais pas si on n'a pas été très clair on n'a pas abordé le schéma de structuration de, L'organigramme, peut-être, je ne sais pas de Neos, exactement. si vous l'avez par ailleurs sous la main, ça pourrait être intéressant de le présenter. Et Euh, sinon, je te Je laisse vais... l'expliquer à l'oral, Olivier. Ouais, on peut l'expliquer, c'est je- très simple. En fait, en gros, il y a une holding qui détient Neos Hop d'un côté et Neos Pat de l'autre. Et donc, en fait, Neos Pat est la structure qui va accueillir le financement de Prime. Neos Hop est la structure qui va accueillir le financement de WeSeed. Et aujourd'hui, donc, toutes les opérations sont sur Neos Hop, les salariés sont sur Neos Hop, les facturations de success fees et de management fees sont sur Neos Hop. Et il y a une coquille qui s'appelle Neos Pat qui va détenir les actifs et donc qui va gérer le financement obligataire et récolter les dividendes des SPV. Et donc Neos Hop fait le développement et pourrait avoir une vie autonome. Et Neos Pat, un peu de la même manière, fait la détention d'actifs et pourrait avoir une vie autonome. Et donc le fonds Prime nantit les titres de Neos Pat. Donc il y aura un nantissement des titres comme garantie. Et aujourd'hui, demain encore, mais là, donc il y a une structure qui s'appelle Neos Beta qui détient 100% de Neos Pat et de Neos Hop. C'est très clair dans ma tête, mais si vous avez, enfin, n'hésitez pas si vous voulez un support, un organigramme. Je crois qu'il doit être sur la plateforme WeSeed. Oui, oui, oui. Oui, n'hésitez pas à consulter la fiche projet pour avoir plus de détails à ce sujet-là. Il y a une autre question qui avait été posée. C'était donc... alors attendez que je la retrouve. Hop. Oui, quelle est votre vision du secteur de la méthanisation dans un contexte où la France souhaite orienter ses financements vers des solutions d'électrification et souhaite la fin des chaudières à gaz? Restera-t-il de la place pour le gaz, même vert et renouvelable? Vous en avez un peu parlé en début de présentation, mais... Merci pour cette question, mais pour mettre, enfin, je pense qu'il y a des chiffres. Aujourd'hui, on est à 280 TWh consommés. L'objectif, on produit 14 et on vise 44. Et donc, pour le coup, la consommation énergétique, c'est très documenté via les PPE avec des scénarios différents d'électrification plus ou moins rapide. Et en fait, quand on regarde le scénario d'électrification le plus rapide, qui sont faits par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, quand on est au max de l'électrification, on tombe à 200 TWh de consommation de biométhane, de gaz en général. Et donc ces 200 TWh de consommation, il faut les mettre en parallèle des 44 TWh qui sont visés dans la PPE. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'y a pas du tout d'opposition en fait, entre le biométhane et l'électrification. On parle d'une échelle 1 à 4 et encore dans le scénario optimal d'électrification. Aujourd'hui, quand on s'intéresse aux courbes de consommation électrique, on se rend compte que l'électrification n'existe pas. C'est-à-dire que les baisses de consommation, les augmentations de consommation électrique qu'on espérait voir ces dernières années, elles ne sont pas là. Même quand on se met dans le scénario où tout accélérerait rapidement dans les prochains mois et les prochaines années, le biométhane ne représenterait que 25% de la consommation annuelle française. Donc pour nous, c'est ouais, l'électrification n'est pas une menace en fait. Très clair, merci. Une autre question qui porte sur le développement des projets. Donc, vous avez déjà parlé des LOI que vous aviez signés tout à l'heure. C'était à quel niveau d'avancement vous êtes sur ce développement en termes d'autorisation administrative, de raccordement de réseau pour des premiers projets que vous auriez en portefeuille?
Alors, sur le développement des projets, donc on a un projet de reprise dont on parlait dans l'Ain, qui est un site qui fonctionne déjà en injection. Donc là, il y a vraiment juste un dossier assez conséquent de reprise de ferme en parallèle de la reprise de l'intégration à la méthanisation. Donc là, on a déjà lancé et obtenu les conclusions des audits pour le financement. Donc on est en train de construire le dossier de financement pour ce projet-là. On a deux autres projets qu'on appelait Brownfield, donc d'intégration de sites existants. Il y en a un où le permis va être déposé, je pense, d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, où on a fait la modification de déclaration ICPE. Pour l'autre, ça devrait pouvoir être fait en septembre, le dépôt du permis et des autorisations administratives, donc modification de déclaration ICPE également. Et pour les projets Greenfield, on a trois projets, les trois projets dans l'Ouest, dans la Vienne et un en Loire-Atlantique, pour lesquels les dossiers ICPE et permis de construire vont être déposés à la fin du mois de juillet. Donc on a un projet en Haute-Saône qui est actuellement notre plus gros projet, qui là du coup est en dossier d'enregistrement ICPE. Donc là, c'est des dossiers beaucoup plus longs que la déclaration. C'est entre le montage du dossier, l'instruction, etc. On a plus d'un an entre le début du dossier d'enregistrement et la validation. Donc là, pour le coup, le permis risque d'être plutôt déposé à la à l'automne 2026. Et on a un projet dans l'Allier où les études aussi administratives sont en cours. On est en train de lancer une étude de faisabilité technico-économique et on devrait pouvoir déposer le dossier de déclaration ICPE et permis de construire à l'automne également. Très clair, merci. On a une nouvelle question qui est relative du coup aux fameuses sûretés dont on parlait tout à l'heure. Voilà une question qui est pertinente, on va peut-être pouvoir y répondre. Donc, une question qui dit que la compréhension des garanties est qu'elles ne sont pas très utiles puisque soit le projet se fait et la garantie tombe, soit le projet ne se fait pas et dans ce cas-là, elle est sans effet. Et que du coup, le vrai risque pour les WISeeders, ce serait plutôt que le projet ne se fasse pas et que ce risque-là n'est pas couvert puisque ces garanties n'ont pas de valeur dans ce cas-là. Donc, c'est quoi votre avis là-dessus? Puis je donnerai peut-être le mien après en complément. Bah, pour moi, la réponse, c'est que c'est le volume, en fait. On mutualise. En fait, c'est pour ça qu'on a pris trois projets, parce qu'on avait globalement la valeur des titres de chaque projet couvre à peu près le montant de la collecte. Et du coup, on s'est dit qu'on prenait trois projets pour se dire que s'il y en a qu'un sur les trois, on arrive à couvrir à peu près le niveau de risque. C'est ça, sachant que l'idée de cette sûreté, elle est surtout de couvrir d'une autre manière, on va dire, le risque de financement des projets, donc pour que les success fees soient versés à NAIOSOP, puisque dans le cas où le projet est prêt à construire mais n'est pas financé, en fait, on a une sûreté sur un actif qui a de la valeur pour le coup, puisqu'il y a juste le financement qui resterait à boucler. Donc, comme l'a dit Olivier, même si la garantie n'est pas parfaite et que voilà, l'opération a du risque, l'idée c'était de pouvoir mutualiser plusieurs sociétés de projets, sachant que historiquement, que ce soit dans les projets qu'ont déjà développé Olivier et Valentine dans leur expérience professionnelle passée ou ce qu'on observe sur le marché, il n'y a pas autant de casse que ça sur le développement de projets de méthanisation et voilà, que trois sociétés de projets qui représenteraient en valeur chacune d'elles le montant de l'emprunt obligataire nous paraissait cohérent avec le risque attendu sur cette opération.
Je vois voilà, Dominique est encore en train d'écrire une question, donc on va peut-être attendre que celle-ci arrive. En attendant, j'en profite pour rappeler à ceux qui nous regardent en live ou en replay que vous pourrez trouver toutes les informations sur cette opération sur la fiche projet de Neos sur WICID, que si vous souhaitez y souscrire et participer du coup au développement de ces unités de méthanisation et de la société Neos et voilà et de on va dire de cette enfin, de l'exploitation de ces unités aussi par les agriculteurs, donc avec un impact très concret sur votre investissement. N'hésitez pas à aller sur WICID. Le projet, c'est Neos. Si vous avez des questions supplémentaires auxquelles on n'aurait pas répondu pendant ce live, vous pouvez également les poser sur la fiche projet. Olivier et Valentine y répondent toujours très rapidement. Euh, donc voilà, je vous invite à aller y jeter un œil. Et donc la dernière question de Dominique, c'est la réponse est la surcouverture, que la valeur des garanties est supérieure au financement aussi. Donc c'est effectivement le cas. Dans l'hypothèse, en tout cas, où une société de projet détient les études, notamment environnementales et administratives, permettant le développement de l'unité sans que celle-ci soit financée, dans ce cas-là, la société de projet a une valeur effectivement qui couvre le montant de l'emprunt WICID. Encore, voilà, ça reste des garanties qui ne sont pas évidemment liquides à proprement parler, puisqu'on se retrouverait du coup avec des parts de sociétés de projet qui portent des études de développement de méthanisation, donc qui ont une valeur intrinsèque, mais voilà, on ne parle pas non plus d'un compte séquestre bloqué avec le montant de l'emprunt obligataire, mais c'est effectivement la logique qu'il y a derrière ces sûretés complémentaires. Olivier, Valentine, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être pour clôturer ce live? Merci de nous Bah, avoir écoutés. merci. On compte sur vous. Ouais, pardon. Non, non, mais voilà, on voulait vous remercier de nous avoir écoutés. Effectivement, on compte sur vous. Nous, on croit vraiment dans le projet Neos. Il a plein d'impacts positifs, comme on l'a vu au début. Et voilà, on espère qu'on vous a convaincus. C'est parfait, merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes en live ce soir. Merci pour votre participation et votre écoute. Et ceux qui nous regardent aussi en replay, je profite pour vous remercier. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur WICID, sur l'opération Neos. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, merci Thibaut.